Bienvenue à l'orientation financière à l'intention des conseillères et conseillers scolaires. Je m'appelle Gabriel Sekali et je suis sous-ministre adjoint de la Division des politiques financières et des opérations du ministère de l'Éducation. La présente orientation vise à vous fournir des renseignements de base qui vous permettront d'exercer vos responsabilités fiduciaires à titre de conseiller et conseillère scolaire. Vous jouez un rôle crucial dans la préparation des enfants de l'Ontario pour faire face aux défis que leur réserve notre monde en constante évolution. Avant d'aborder la question financière, j'aimerais prendre quelques minutes pour dresser un portrait global de notre contexte actuel. Après avoir consulté de nombreux intervenants, dont les conseillers et conseillères scolaires, le gouvernement a publié sa nouvelle vision de l'éducation en Ontario en avril 2014. Atteindre l'excellence, une vision renouvelée de l'éducation en Ontario, énonce 4 objectifs pour un solide système d'éducation financé par les fonds publics. Atteindre l'excellence, assurer l'équité, promouvoir le bien-être et rehausser la confiance du public. Cette vision de l'éducation oriente nos priorités et nos actions. Si vous n'avez pas encore eu la chance de consulter le document, je vous recommande vivement de le faire. Il est accessible sur le site Web du ministère de l'Éducation. Vous savez sans doute que nous avons en Ontario 4 systèmes financés par les fonds publics. Le système public de langue anglaise, le système catholique de langue anglaise, le système public de langue française et le système catholique de langue française. Nos 72 conseils scolaires accueillent près de 2 millions d'élèves et comprend plus de 210 000 enseignants et enseignantes et membres du personnel. Plus de 4 900 écoles représentent une valeur d'actifs de plus de 52 milliards de dollars. En 2014-15, le financement s'élève à environ 22,5 milliards de dollars. Il s'agit d'un système très volumineux et très complexe. La planification financière est un volet essentiel qui fait partie intégrante des responsabilités globales des conseillers et conseillères scolaires pour assurer une gestion efficace des ressources limitées des conseils. Les conseillers et conseillères scolaires doivent s'assurer que le budget qu'ils ont établi et approuvé ne dépasse pas le financement et qu'il est équilibré. Elles doivent également s'assurer que le budget concorde avec le plan stratégique et la vision du conseil scolaire. Cette concordance est essentielle à l'atteinte des objectifs organisationnels. Les organisations qui connaissent le succès sont celles qui veillent à s'assurer cette concordance. Nous arrivons maintenant à notre principal sujet. Aujourd'hui, nous traiterons des points suivants. La répartition du financement entre les 72 conseils scolaires de l'Ontario selon la formule appelée « Subvention pour les besoins des élèves » ou SBE, la gestion financière et le processus budgétaire dans les conseils scolaires et le processus de financement des infrastructures des conseils, la construction de nouvelles écoles et les travaux de rénovation et d'amélioration. Commençons avec les SBE. Dans cette partie de la présentation, je vous donnerai un aperçu des subventions pour les besoins des élèves et traiterai notamment de ce qui suit. La structure et les volets des SBE, les rôles et responsabilités du gouvernement et des conseils scolaires dans le financement du système d'éducation de l'Ontario, les principaux mécanismes de responsabilisation intégrés au SBE et certains des changements au SBE pour l'année scolaire 2014-2015 annoncés en mars 2014. Je vais commencer par donner un aperçu du financement de l'éducation en Ontario. Les SBE, aussi appelées formules de financement, sont un ensemble de formules détaillées établies chaque année conformément aux règlements pris en application de la loi sur l'éducation. Ces règlements sont approuvés chaque année par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les calculs se font selon un niveau de détail beaucoup plus élevé que dans les autres domaines du secteur public, conformément aux obligations prévues par la Constitution et la Charte en matière de l'éducation. Comme ces formules déterminent la majeure source de revenus des conseils, plus de 90%, les SBE sont très importantes. Ainsi, les SBE fournissent aux conseils scolaires la majorité des ressources dont ils ont besoin pour concrétiser notre vision de l'éducation et atteindre les 4 objectifs qui y sont énoncés. Étant donné le rôle important que jouent les SBE dans le processus budgétaire des conseils,
Le ministère déploie beaucoup d'efforts chaque année pour que le détail de celle-ci soit annoncé au conseil scolaire au plus tard à la fin de mars afin que le conseil puisse préparer leur budget qui doit être remis à la fin juin. En fait, ces dernières années, les SBE ont été annoncés à la fin mars avant même le dépôt du budget provincial. Cette diapositive montre un graphique de l'évolution des subventions de fonctionnement des SBE depuis 2002-2003 par rapport à l'effectif global dans le secteur. Pendant de nombreuses années, deux grandes tendances se dégageaient du secteur de l'éducation. Le financement accru. En fait, les subventions de fonctionnement total ont augmenté de 8 milliards de dollars ou 56% depuis 2002-2003. Et la baisse de l'effectif. L'effectif quotidien moyen a diminué d'environ 7% en 2002-2003 et 2011-2012. Cependant, ces tendances commencent à changer. Une augmentation de l'effectif aidée par la mise en place du programme d'apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants est prévue, mais pas à l'échelle de la province. L'effectif continuera de diminuer dans de nombreuses régions. L'augmentation du financement a été réduite, à l'instar des autres secteurs publics. Le financement des programmes dans le secteur de l'éducation devra être géré très étroitement dans le contexte de l'objectif d'équilibre budgétaire d'ici 2017-2018 que vise le gouvernement provincial. C'est par l'entremise de la formule de financement que le gouvernement provincial accorde un financement à chaque conseil en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment le nombre d'élèves dans chaque école du conseil, le nombre d'écoles du conseil, leur distribution et leur état, et les besoins particuliers des élèves dans chaque conseil. Les conseils distribuent ensuite le financement selon les besoins locaux. Les deux sources de financement sont les mêmes depuis de nombreuses années. L'impôt foncier scolaire, prélevé par la municipalité selon les taux fixés par le ministère des Finances. La municipalité transfère les fonds au conseil scolaire. La province couvre la différence en ajoutant des fonds à l'impôt foncier prélevé par l'entremise des subventions de fonctionnement au conseil scolaire. Combinées, ces deux sources correspondent au montant déterminé par les SBE. Actuellement, le montant du financement est composé à 30% de l'impôt foncier et à 70% des subventions de fonctionnement au conseil scolaire. Je vais maintenant résumer l'historique des SBE. Il est important d'en connaître les fondements afin de comprendre le contexte actuel. Vous êtes sûrement nombreux à vous en souvenir. Une réforme majeure a été lancée dans les années 90 à la suite d'inquiétudes croissantes au sujet des inégalités relatives au financement, aux programmes et aux services entre les conseils scolaires. Avant 1997-98, c'était les conseils scolaires qui fixaient les taux de l'impôt foncier scolaire. Ainsi, les conseils scolaires recevaient et dépensaient des montants différents par élève en fonction de la valeur de l'assiette de l'impôt foncier résidentiel et commercial dans leur territoire. Par conséquent, les conseils scolaires catholiques et ceux situés dans les régions rurales et du Nord percevaient en général moins d'impôts que les grands conseils publics des régions urbaines. Ces derniers étaient également en mesure d'offrir une plus grande variété de programmes communautaires étant donné l'assiette fiscale plus généreuse dont ils profitaient. À l'époque, il avait été convenu à l'unanimité que sans l'équité dans la répartition du financement, c'est-à-dire le financement par élève, il serait très difficile, voire impossible, d'atteindre l'équité dans le rendement des élèves à l'échelle de la province. Pour cette raison, le gouvernement a annoncé en 1997 une nouvelle formule de financement de l'éducation mise en œuvre à partir de l'année scolaire 98-99. La formule de financement actuelle est fondée sur plusieurs grands principes. L'équité du financement conformément à l'article 20 de la Scott Act de 1863 et non l'égalité des résultats. La répartition juste et équitable du financement entre les conseils et les systèmes, des niveaux de financement adéquats qui tiennent compte des circonstances uniques liées aux élèves et aux conseils et qui assureront un éventail équitable en matière de rendement des élèves, des exigences en matière de responsabilisation qui doivent être ajustées afin de donner aux conseils la flexibilité de répondre aux besoins locaux.
Au cours des 10 dernières années, la formule de financement a fait l'objet de plusieurs examens et transformations. En 1998, le nouveau système de financement de l'éducation a été contesté devant les tribunaux. On disait que les changements apportés au système entraînaient un conflit avec les droits du système catholique garantis par la Charte et la Constitution. Le tribunal a établi que la nouvelle formule était constitutionnelle et les contestations ont été rejetées. En 2002, un groupe de travail dirigé par Mordechai Rosansky a effectué un examen public approfondi de la formule. Le groupe de travail a conclu à l'équité de la formule de financement, mais a souligné que le financement était insuffisant pour améliorer le rendement des élèves. En 2003, les 4 associations de conseillers et conseillères scolaires ont entrepris un examen législatif. Elles ont déclaré que la formule de financement était équitable et non discriminatoire. De plus de ces examens, le ministère consulte chaque année les intervenants du secteur pour s'assurer que les changements apportés au SBE cadrent mieux avec les structures des coûts des conseils, entraînent des économies et soutient les objectifs du gouvernement en matière de rendement des élèves. Par conséquent, la formule est souvent réajustée. Cette année, le ministère a organisé partout en province des consultations sur le financement de l'éducation auxquelles les 72 conseils ont participé. Il a aussi rencontré les 4 associations de conseillers et conseillères scolaires, les fédérations d'enseignants et enseignantes de la province, les syndicats du personnel du secteur de l'éducation, les directions et directions adjointes, les associations de parents et les groupes d'élèves. Maintenant, voyons la structure des SBE. Les SBE consistent en une formule de financement qui, bien que très complexe, est également très transparente. Cette complexité découle de l'exigence juridique selon laquelle il faut maintenir l'équité et non l'égalité du financement des conseils scolaires pour assurer l'équité des résultats des élèves de toute la province. La formule de financement est donc fondée sur la structure des coûts du secteur de l'éducation, ce qui constitue une tâche de nature complexe. La transparence est assurée grâce à l'exigence d'établissant que le calcul de chaque subvention doit être présent en détail dans la réglementation année après année. Une description générale est aussi disponible sur le site Web du ministère. Les SBE comprennent 2 composantes principales. 2 subventions de base, la subvention de base pour les élèves et la subvention de base pour les écoles. Ces subventions couvrent les coûts de base communs à tous les élèves et à toutes les écoles. Elles sont déterminées en grande partie en fonction de l'effectif multiplié par le coût par élève, ainsi que les coûts liés à l'administration de l'école. Il s'agit de la composante égale des SBE. Les SBE comprennent 13 subventions à fin particulière qui couvrent les besoins particuliers des élèves, des écoles et des conseils scolaires. Les subventions à des fins particulières tiennent compte des différents niveaux de soutien que nécessitent les conseils, les écoles et les élèves selon l'emplacement et les besoins des élèves et des écoles ainsi que le profil démographique des conseils. Il s'agit de la composante équitable des SBE. Cette diapositive montre un graphique circulaire illustrant la structure actuelle des SBE pour l'année scolaire 2014-2015. Les 2 subventions de base, ombragées en violet, sur le côté gauche du graphique total 11,96 milliards de dollars, tandis que les 13 subventions des fins particulières, ombragées en vert, sur la droite totale 10,54 milliards de dollars. Ces dernières années, la principale priorité stratégique a été de réformer la formule de financement afin qu'elle cadre mieux avec les structures de coûts des conseils, qu'elle répond mieux aux besoins locaux et qu'elle respecte les politiques sur l'éducation du gouvernement et de permettre aux conseils scolaires de gérer leurs dépenses en fonction de l'enveloppe des SBE approuvée par le ministère. La subvention pour l'éducation de l'enfance en difficulté est fournie sous forme d'enveloppe, ce qui signifie que les fonds alloués doivent servir uniquement à leurs fins prévues. De plus, les conseils ne sont pas autorisés à dépasser le budget prévu pour l'administration et la gouvernance. Comme je l'ai déjà mentionné, les SBE représentent la grande majorité des revenus pour l'ensemble des conseils scolaires.
D'autres sources de financement sont indiquées dans l'encadré inférieur gauche aux fins de comparaison. Selon les prévisions révisées de 2013-2014 soumises par les conseils scolaires, les conseils ont reçu 405 millions de dollars des subventions APE et d'autres financements gouvernementaux. Les conseils ont également reçu des revenus de leurs propres sources telles que les sorties éducatives et les collectes de fonds. Comme vous pouvez le constater avec les renseignements de la dernière diapositive et les 13 subventions à des fins particulières, les SBE ne sont pas une solution unique. Si c'était le cas, tous les conseils recevraient le même financement en fonction d'un calcul selon le nombre d'élèves. Comme je l'ai déjà mentionné, le montant des SBE est déterminé en fonction des besoins, c'est-à-dire que les conseils reçoivent le financement qui leur est nécessaire pour offrir leur programme et leurs services à tous leurs élèves à un niveau qui est semblable et équitable partout dans la province. La façon dont le financement est alloué selon les formules et le mode de détermination des besoins des conseils. Comme les besoins varient d'un conseil à l'autre, le montant par élève varie aussi. Pour l'année 2014-2015, le montant par élève devrait varier de 10 125 $ à 26 950 $ par élève à l'échelle de la province. Lorsqu'il est question de fonds publics, la responsabilisation est primordiale et attendue. Environ 22 milliards de dollars provenant des fonds publics sont consacrés au SBE chaque année. La responsabilisation est donc de mise et un cadre très solide a été mis en place entre les conseils scolaires et le gouvernement provincial. Je dois souligner que la responsabilisation peut être interprétée différemment d'une personne à l'autre et que les conseillers et conseillères scolaires se doivent de l'appliquer à l'égard de leurs électeurs, de même qu'à l'égard du gouvernement qui leur alloue le financement. Nous continuons à consulter les responsables des conseils scolaires afin de nous assurer d'atteindre un juste équilibre en matière de mécanismes de responsabilisation et à nous efforcer de maintenir la responsabilisation en ce qui a trait aux fonds publics, tout en donnant aux conseils scolaires la flexibilité de prendre les décisions localement. Dans la prochaine partie, je résumerai certains changements au SBE que nous avons annoncés en mars 2014. Comme je l'ai déjà mentionné, la formule de financement est revisée régulièrement chaque année. Voici quelques nouveautés lancées cette année. Le financement complet du programme d'apprentissage à temps plein de la maternelle et du jardin d'enfants a été intégré au SBE, au même titre que les autres années d'études. Il compte maintenant parmi les programmes de paiement de transfert offrant un financement variable et le gouvernement provincial octroie des fonds pour chaque élève inscrit dans l'école. Comme vous le savez, les conventions collectives du secteur ont pris fin le 31 août 2014 et comme aucune nouvelle entente n'a été mise en place, le gouvernement continue de respecter des engagements continus envers les différents groupes d'employés. Les SBE tiennent compte de ces engagements. Le gouvernement continue d'encourager les conseils scolaires à mieux utiliser l'espace dans leurs écoles. Les SBE de 2014-15 ont été modifiés pour en faire la promotion. L'investissement total mis en place pour appuyer cette initiative totalise 773 millions de dollars et le financement pour les espaces sous-utilisés a été réduit de 42 millions de dollars. Cette année, nous avons mené de vastes consultations avec divers intervenants, dont les représentants des associations des conseillers et conseillères scolaires, afin de réfléchir à la meilleure façon de mettre en œuvre des initiatives et d'affronter les défis du secteur de l'éducation en Ontario. Voici ce qui est ressorti des consultations. Une satisfaction à l'égard du processus, une reconnaissance du contexte financier difficile qui caractérise tous les domaines du secteur public ontarien, y compris l'éducation, le besoin d'équilibre entre la connaissance du contexte local et de la direction centralisée. Je dois dire que ces conversations ne sont jamais faciles. Cependant, l'Ontario a toujours tenu des dialogues francs et ouverts sur le financement de l'éducation et ce trait est le fondement même de notre système et de la réussite de nos enfants. La deuxième partie de la présentation vous donne un aperçu de vos principales responsabilités liées à l'établissement d'un budget et à la gestion financière à titre de conseiller et conseillère scolaire. Commençons avec l'établissement d'un budget et la planification.
Conformément à l'article 231 de la Loi sur l'éducation, les conseils doivent établir un budget équilibré. Ainsi, il vous incombe de vous assurer que votre budget est équilibré et qu'il le demeure toute l'année. Le budget équilibré doit être adopté chaque année au mois de juin et vous devez faire en sorte que vos dépenses prévues ne dépassent pas les prévisions des revenus. Une disposition de la loi autorise un déficit d'exercice à condition qu'il soit inférieur à 1% des recettes de fonctionnement et inférieur à l'excédent accumulé. Si votre déficit d'exercice dépasse le seuil autorisé, vous devez obtenir l'approbation du ministre de l'Éducation et vous devez avoir un excédent accumulé suffisant pour couvrir le déficit. Le processus d'approbation du ministère comprend un examen approfondi du déficit et de la situation financière globale du Conseil. Comme illustré dans cette diapositive, si un conseil accuse un déficit cumulé ou si les analyses indiquent un risque élevé de déficit futur, la loi sur l'éducation prévoit des dispositions qui permettent au ministère de prendre différentes mesures. Le ministère peut, entre autres, demander au conseil d'élaborer un plan de gestion du déficit. Si le plan ne redresse pas la situation, la ministre peut lancer une enquête sur la situation financière du conseil. Cette mesure s'applique lorsqu'un conseil accuse un déficit et soulève des inquiétudes quant à sa capacité de remplir ses obligations financières. Si ces inquiétudes sont fondées, la ministre a le pouvoir de demander au lieutenant-gouverneur en conseil de l'investir du contrôle de l'administration des affaires du conseil. Le cas échéant, un superviseur est nommé pour veiller sur les affaires du conseil. Toutefois, cette mesure est appliquée avec modération dans les cas les plus graves seulement. L'établissement du budget est une tâche essentielle qui montre l'efficacité et la transparence du conseil scolaire. Les organisations efficaces ont pour pratique de demander à tous les services de prendre part au processus et non au service des finances seulement. Ainsi, la direction, les superintendances et les cadres supérieurs responsables des programmes doivent être consultés. Il s'agit d'un processus consultatif fondé sur des principes clés comme les besoins des élèves en matière d'éducation, la gestion des dépenses en fonction des revenus, le respect de la vision du Conseil et l'atteinte des objectifs énoncés dans le plan stratégique pluriannuel du Conseil. Le plan stratégique est le cadre dans lequel toutes les activités du Conseil doivent se dérouler. Le processus de planification stratégique est la façon dont une organisation définit ses objectifs et répartit ses ressources afin de les atteindre. Dans le cadre de la planification stratégique, les conseils doivent élaborer des prévisions budgétaires pluriannuelles et un plan d'immobilisation afin d'assurer que la stratégie est réalisable avec les ressources à leur disposition. Pour mener à bien le plan stratégique global des conseils, il est essentiel d'analyser les dépenses ainsi que d'évaluer continuellement les priorités en matière d'immobilisation et les futurs effectifs prévus. Le processus vous semble répétitif? Bien, il l'est. Cette diapositive montre un graphique illustrant le cycle d'élaboration du budget du Conseil. Le cycle d'élaboration du budget du Conseil comprend deux principales phases qui s'échelonnent sur l'année. La première phase, illustrée à la flèche en haut du graphique, comprend l'analyse des activités et des résultats de l'année précédente ou les données les plus récentes, aux fins de la planification de l'année suivante. La deuxième phase, illustrée à la flèche du bas, comprend la consultation des intervenants et intervenantes, puis l'approbation et le suivi régulier du budget afin d'assurer l'équilibre. Maintenant, parlons de la gestion financière. Vous jouez un rôle essentiel dans la gestion financière. Dans le cadre de vos responsabilités fiduciaires, vous devez vous assurer que votre organisation remplit toutes ses obligations légales, y compris les obligations financières. Les conseillers et conseillères scolaires sont tenus d'examiner et d'approuver les politiques de gestion financière, comme les politiques en matière de dépenses ou d'approvisionnement. Ils doivent également obtenir les états financiers audités, préparés et soumis par la trésorière ou le trésorier et demander des précisions aux besoins par l'intermédiaire du comité de vérification. Nous reviendrons sur les vérifications et les comités de vérification plus tard dans la présentation. Un processus de planification budgétaire transparent et exhaustif comprend l'analyse des éléments suivants.
les dépenses et revenus importants prévus pour l'année suivante, la comparaison entre les dépenses et les subventions reçues. S'il existe des écarts en raison des besoins locaux, il faut connaître les raisons de ces écarts. Les SBE sont une formule de financement mise en place à l'échelle de la province et en tant que telle, elle accorde une certaine flexibilité au Conseil quant à la répartition des ressources. Votre Conseil doit également élaborer des stratégies de gestion et d'atténuation des risques afin de composer avec les changements de circonstances, comme les risques liés aux prévisions d'effectifs et les répercussions sur la dotation en personnel. Vous devez toujours tenir compte des années à venir lorsque vous prenez une décision. La décision que vous prenez aujourd'hui de mettre en place un nouveau programme est-elle financièrement viable dans l'avenir? Les 2 prochaines diapositives traitent des exigences relatives à la production de rapports financiers et de la surveillance. Les conseils scolaires sont tenus de soumettre 3 rapports financiers au ministère par cycle financier. Les prévisions le 30 juin, les prévisions revisées le 15 décembre, les états financiers audités le 15 novembre. Les données financières soumises au ministère permettent de calculer le financement du Conseil en fonction de l'effectif et d'autres renseignements. Les données soumises servent à l'examen et la surveillance de la conformité et des risques financiers, ainsi que la prise de décision stratégique. Des vérifications de l'effectif sont effectuées chaque année afin d'assurer la conformité avec les lois et aux politiques de la matière. Les 72 conseils font l'objet d'une vérification tous les 5 ans. L'élaboration des rapports financiers et la surveillance touchent plusieurs volets. La direction de l'école approuve les états financiers et autres rapports du Conseil et atteste leur conformité à la loi sur l'éducation et à la réglementation financière. Les vérificatrices et vérificateurs externes nommés par le Conseil examinent les états financiers afin de s'assurer que des mesures de contrôle appropriées sont en place et que les États respectent les normes comptables. Le personnel du ministère suit des procédures d'examen normalisées pour vérifier la situation financière du Conseil, les dispositions de la réglementation et les enveloppes et les subventions auxquelles le Conseil a droit. Le vérificateur général de l'Ontario a aussi le pouvoir de faire des vérifications financières auprès d'un conseil scolaire et a déjà d'ailleurs exercé ce pouvoir. Le ministère surveille la situation financière des conseils scolaires. Il fait notamment l'analyse des risques potentiels d'enregistrer un déficit. Les conseils qui sont jugés à risque élevé pourraient avoir à élaborer des plans de gestion du déficit ou des plans de redressement financier. Ces mesures aident les conseils à stabiliser leur situation financière. Pour éviter les conséquences désastreuses, il est essentiel de mettre en place de bonnes mesures de contrôle interne et de définir rapidement les risques. Les rapports financiers intermédiaires permettent de surveiller les progrès financiers des conseils. Les écarts entre les revenus et les dépenses sont ainsi relevés, ce qui permet au conseil de prendre des mesures pour redresser la situation. La prochaine section explique brièvement ce que sont les comités de vérification et les vérifications internes et pourquoi ils sont importants. Comme vous l'avez vu plus tôt, les SBE pour l'année scolaire 2014-2015 dépasseront 22,5 milliards de dollars. Il est essentiel de mettre en place une surveillance adéquate de la gestion de ces fonds publics. Les comités de vérification et les vérifications internes ont été mis en place pour améliorer la gouvernance du secteur. Bien appliquer ces mesures contribuent à la bonne gouvernance, à la transparence et à la responsabilisation, qui sont des caractéristiques essentielles pour accroître ou pour regagner la confiance du public. Avant qu'elles soient mises en place à l'échelle de la province en 2010 et 2011, ces mesures n'étaient pas adoptées par tous les conseils et n'étaient pas appliquées uniformément. Les vérifications internes vous aident à déterminer si les risques associés à l'atteinte des objectifs de votre conseil sont bien définis et gérés. Les comités de vérification, entre autres tâches, surveillent les vérifications internes. En tant qu'organisation financière par les fonds publics, les conseils scolaires sont scrutés sous tous les angles. Les demandes d'accès à l'information, le vérificateur général, le ministère, les parents et les groupes communautaires, pour n'en nommer que quelques-uns, sont à l'affût de tout dérapage, qui serait sûrement à la une des journaux et le principal sujet du bulletin de nouvelles.
Toutefois, ces mesures permettent de cerner et de régler les problèmes avant qu'ils ne fassent surface dans les médias et qui n'entraînent des conséquences négatives comme une perte financière ou une diminution du rendement des élèves. Le temps que vous passerez pas à gérer ces problèmes pourrait être consacré à vos élèves. Qu'est-ce qu'un comité de vérification? Le comité de vérification est un comité permanent du Conseil. Le rôle du comité de vérification est de surveiller et d'évaluer la gestion des conseils scolaires et de formuler des recommandations. Voici un bref historique des comités de vérification du secteur de l'éducation. Le projet de loi 177, la loi de 2009 sur le rendement des élèves et de la gouvernance des conseils scolaires, a reçu la sanction royale en décembre 2009. Ce projet de loi modifiait la loi sur l'éducation pour imposer la création d'un comité de vérification dans chaque conseil scolaire et permettre l'adoption des règlements sur ces comités. Le règlement de l'Ontario 371-10, adopté en septembre 2010, exige la mise sur place des comités avant la fin janvier 2011. Le règlement établit le cadre de référence des comités de vérification des conseils scolaires, notamment la composition des comités, dont les membres externes ayant des compétences en finance. Il précise également la taille des comités qui varie selon la taille des conseils. Le règlement exige également la tenue de 3 réunions par année. Les obligations des comités de vérification occupent une grande partie du règlement et se divisent en 6 principaux volets. Processus de communication de l'information financière, contrôle interne, vérification interne et vérificateur externe du Conseil, gestion des risques, question de conformité. Les comités de vérification ont également les pouvoirs suivants. Avec l'approbation préalable du Conseil, retenir les services d'avocats, de comptables ou d'autres professionnels pour se faire conseiller ou aider, rencontrer divers parties ou exiger leur présence aux réunions du comité, exiger qu'elles fournissent les renseignements et les explications qu'on leur demande. Cela comprend rencontrer la vérificatrice ou le vérificateur interne ou externe du Conseil et tout membre du personnel du Conseil en privé s'il l'estime approprié, exiger que la vérificatrice ou le vérificateur interne ou externe du Conseil lui présente des rapports, consulter les dossiers du Conseil qui ont été examinés par la vérificatrice ou le vérificateur interne ou externe. Maintenant, parlons des vérifications internes et de leur utilité et du modèle régional qui est en place. La vérification interne fournit à la direction et au comité de vérification une évaluation objective des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance de votre conseil scolaire par l'entremise de la mise à jour annuelle de l'évaluation des risques, de l'élaboration de votre plan de vérification, de l'exécution des vérifications planifiées et de la production de rapports sur les résultats des vérifications. La vérification interne évalue ces processus et donne une assurance raisonnable et non entière qu'ils sont appliqués comme prévu. Les activités des vérifications internes sont conformes aux normes et aux pratiques reconnues partout dans le monde. Le financement par l'entremise des SBE suit un modèle régional de vérification interne qui répartit les 72 conseils scolaires de l'Ontario en 8 régions. 7 régions sont délimitées selon leur géographie et une région comprend tous les conseils scolaires de langue française. Chaque équipe de vérificatrices et vérificateurs est responsable de 6 à 12 conseils. C'est le conseil hôte qui reçoit le financement de l'équipe. Voici les raisons pour lesquelles le modèle régional a été mis en place. Pour une meilleure utilisation des ressources par la collaboration entre les conseils, pour l'élaboration des pratiques exemplaires par l'exposition au même processus dans plusieurs conseils, pour une distribution équitable des ressources en fonction de la taille du conseil, de la langue et de l'emplacement. Les membres des équipes régionales sont considérés comme des employés du conseil hôte aux fins de la rémunération et des questions administratives, mais ils présentent leur rapport au comité de vérification de la région par l'entremise de la vérificatrice ou vérificateur interne régional. Celles ou ceux qui siègent au comité de vérification de leur conseil suivront une formation complète sur les comités de vérification et la vérification interne. La formation, qui dure environ 3 heures, sera donnée dans toutes les régions.
Et maintenant, la dernière partie, les immobilisations scolaires. Les rôles et responsabilités du ministère en ce qui concerne les installations destinées aux élèves comprend l'élaboration et la mise en place de programmes et de politiques de financement des immobilisations pour permettre aux conseils scolaires de remplir leurs responsabilités en la matière. Le ministère doit également mettre au point des politiques, programmes et lignes directrices justes et équitables et s'assurer que les exigences comptables sont satisfaites. Les rôles et responsabilités des conseillers et conseillères scolaires en matière d'installation destinée aux élèves comprend ce qui suit. Prendre des décisions relatives aux installations destinées aux élèves et à la sécurité. Assurer l'accès des élèves à un milieu d'apprentissage adéquat. Respecter le budget établi. Déterminer les politiques et priorités du conseil scolaire en matière de travaux d'immobilisation comme la réfection et la réparation d'une installation ou la construction d'une nouvelle école. Déterminer le statut des écoles. L'école doit-elle rester ouverte, être fermée ou être mise en vente? Les conseillers et conseillères scolaires doivent également s'assurer que le personnel du conseil a élaboré un plan d'immobilisation et que les projets qui y sont énoncés cadrent avec les objectifs et les repères de financement du ministère. Le ministère accorde du financement pour différents projets d'immobilisation. Actuellement, les programmes de financement des immobilisations suivants sont à la disposition des conseils scolaires. La subvention d'immobilisation prioritaire finance la construction de nouvelles écoles et d'annexes et les travaux de rénovation majeurs. Le programme de financement des immobilisations pour le regroupement scolaire finance la fusion des écoles et le rajustement des immobilisations du conseil. L'allocation pour l'amélioration de l'état des écoles finance les travaux de réfection. Ces programmes seront décrits plus en détail dans les prochaines diapositives. La subvention d'immobilisation prioritaire fournit du financement chaque année pour la construction de nouvelles écoles et des travaux d'agrandissement et de rénovation majeurs dans le but de soutenir la croissance des effectifs, de remplacer les écoles en piètre état et de favoriser la fusion des écoles. Le rôle du ministère est d'accorder le financement après avoir examiné les analyses de rentabilité soumises par les conseils et de s'assurer que les demandes de financement cadrent avec les objectifs de la subvention. Comme les demandes de financement dépassent le financement disponible, le ministère doit formuler des recommandations quant aux demandes qui seront approuvées. C'est également le ministère qui établit les exigences en matière d'espace et de repères de financement. Les conseillers et conseillères scolaires classent en ordre de priorité les projets d'immobilisation soumis par le Conseil afin qu'ils soient examinés. Celles-ci et ceux-ci doivent être au fait des différentes solutions de rechange envisagées par le personnel du Conseil. Une fois le financement approuvé par le ministère, les conseillers et conseillères scolaires doivent s'assurer que les coûts associés au projet respectent les repères de financement établis par le ministère et le financement approuvé. Le programme de financement des immobilisations pour le regroupement scolaire a été annoncé en même temps que les SBE de 2014-15 dans le cadre de la stratégie des mesures d'économie et de modernisation pour les conseils scolaires. Le ministère injectera 750 millions de dollars sur une période de 4 ans pour aider les conseils scolaires à ajuster leur immobilisation, soit à ajuster la taille des installations à leurs besoins et à se départir de l'espace inutilisé. Les rôles et responsabilités du ministère et des conseillers scolaires sont similaires à ceux que s'appliquent à la subvention d'immobilisation prioritaire. Le ministère évalue, dans le cadre de l'allocation pour l'amélioration des écoles, l'état de toutes les écoles sur une période de 5 ans. Les résultats de cette évaluation indiquent que de nombreuses écoles accusent un retard important dans les travaux de réfection et ont besoin de financements supplémentaires pour éviter que leur état se détériore davantage. Il incombe au ministère d'accorder un financement pour les travaux de réfection. Le ministère a annoncé un investissement important de 1,25 milliard de dollars dans le cadre de l'allocation pour l'amélioration de l'état des écoles en 2014-15, triplant ainsi le financement qu'il avait accordé l'année précédente. Les programmes d'évaluation indiquent le besoin d'un financement continu pour les travaux de réfection dans les écoles.
Les conseillères et conseillers scolaires doivent faire un usage judicieux de ces fonds destinés à l'amélioration de l'état et la sécurité des installations. Ils et elles doivent également élaborer une stratégie à long terme pour gérer les besoins continus en matière de travaux de réfection. Les données fournies par les conseils scolaires indiquent que près de 600 écoles ontariennes sont utilisées à moins de 50% de leur capacité. Cela signifie près de 300 millions de dollars destinés au fonctionnement et à la réfection de ces écoles consacrées à des espaces vides. Pour redresser cette situation, le ministère a mis en place des programmes et des mesures incitatives pour que les conseillers et conseillères scolaires réfléchissent à une utilisation plus efficace de l'espace disponible. Les conseillères et conseillers scolaires doivent se résoudre à prendre des décisions difficiles pour alléger les pressions budgétaires liées aux espaces inutilisés. La prochaine diapositive présente les étapes que peuvent suivre les conseillers et conseillères scolaires pour planifier l'utilisation des installations excédentaires. Ce tableau illustre les étapes que peuvent suivre les conseils scolaires pour planifier l'utilisation des installations excédentaires. La première étape consiste à trouver une utilisation efficace de cet espace. Il pourrait s'agir de nouer des partenariats, par exemple utiliser l'école conjointement avec un conseil coïncident, organiser un carrefour scolaire ou communautaire, ajuster le seuil d'effectifs de l'école ou réorganiser les années d'études et les programmes offerts. Toutes ces solutions peuvent régler le problème d'espace inutilisé. Si le problème persiste, la deuxième étape consiste à faire un examen des installations. Le ministère a publié la ligne directrice relative à l'examen des installations destinées aux élèves à l'intention des conseils scolaires afin d'assurer l'uniformité du processus d'examen. Il incombe aux conseillers et conseillères scolaires de suivre la ligne directrice et de confier l'examen à un comité d'examen des installations. La troisième étape est la vente des installations excédentaires. Le règlement de l'Ontario 444-98 énonce les étapes que doivent suivre les conseils scolaires pour mettre des locaux en vente ou en location. Les conseillers et conseillères scolaires doivent déclarer un surplus et fermer l'école et suivre les étapes prévues par le règlement. Conformément à la ligne directrice relative à l'examen des installations destinées aux élèves du ministère, les conseils scolaires doivent mener une consultation communautaire exhaustive avant de procéder à la fermeture d'une école. Le document vise l'uniformité à l'échelle de la province. Le ministère mène actuellement des consultations avec différents intervenants, dont les associations de conseillers et conseillères scolaires, au sujet des possibles modifications à la ligne directrice. Une mise à jour est prévue en 2015. La rétroaction des associations des conseillers et conseillères scolaires et des conseils scolaires sur la mise à jour de la ligne directrice est positive. Nous espérons que la mise à jour assouplira le processus de fermeture et de fusion des écoles pour les conseils scolaires et permettra à une collectivité concernée de donner leur avis. Les conseillers et conseillères scolaires sont tenus de suivre la ligne directrice relative à l'examen des installations destinées aux élèves et c'est à elles et à eux qu'il revient de rendre une décision finale sur la fermeture d'une école. Ils ou elles doivent d'abord approuver la politique sur l'examen des installations destinées aux élèves établie par leur conseil, et celle-ci doit être conforme à la ligne directrice relative à l'examen des installations destinées aux élèves. Cette diapositive présente la multitude de ressources accessibles sur notre site Web. Je vous invite à les consulter. Merci d'avoir assisté à notre présentation. J'espère que vous l'avez trouvé utile et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des commentaires. Si vous avez des questions sur le financement de l'éducation en Ontario, écrivez-nous à fpbd-dpfo@ontario.ca.